Bonjour Jean-Luc Chomeil, Bonjour. c'est Maca Desmarans, je suis au prieuré à Carénac, dans votre demeure. Merci à vous pour cet entretien. Je voulais déjà vous remercier pour tout le travail accompli dans votre vie, tout ce que vous avez fait, histoire et tout, dont on a des exemplaires ici de Charivari d'époque. Voilà, on les montre. Ici. Donc c'est voilà. Je voulais parler de la table d'Isis ou le secret de la lumière. C'est un livre que vous avez fait en 1990 et j'aurais aimé que vous peut-être développiez sur ce livre-là et ce qui est lié avec justement la tour de Saint-Jacques. La table d'Isis, c'est la table du cardinal Bambo, découverte en 1522 à Rome par un serrurier, racheté tout de suite par un futur pape, comme par hasard, Jules II, et par le cardinal. Et cette table, tout le monde s'y est intéressé. C'était un petit peu le Graal des hiéroglyphes. Tout le monde s'y est intéressé, de Kircher à Champollion jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a encore même des chercheurs qui essayent de traduire les hiéroglyphes de cette table Isiaque ou Mensa Isiacae, c'est-à-dire table d'Isis en latin. La tour Saint-Jacques a été construite en 1522 par... la tour Saint-Jacques était le clocher de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, et elle était orientée avec les quatre évangélistes, Saint-Luc, Saint-Marc, etc. Et cette tour Saint-Jacques a été l'objet de plusieurs fonctions, à la fois de relier le ciel et la terre, ensuite d'être le point de départ de tous les pèlerinages vers Saint-Jacques de Compostelle. Donc ça a une fonction, elle a eu une fonction tout à fait symbolique, et elle est évidemment, elle est là, et c'est dans son square qu'est mort Gérard de Nerval, ou Monsieur Labruni, qui a été pendu avec un cordon bleu en soie, après avoir eu une crise probablement de délirium très mince. Ou alors ce cordon bleu en soie aurait pu être aussi le signe d'un assassinat, ce qui n'est pas exclu, à cause de la valeur symbolique de la tour Saint-Jacques. Relier la table d'Isis à la tour Saint-Jacques, c'est le point commun sont les fresques qu'il y avait en bas de la tour Saint-Jacques, qu'on retrouve au Louvre dans des cartons. Et ces fresques montrent, comment dirais-je, l'écriture symbolique et picturale de l'histoire de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui rencontre les pèlerins d'Emmaüs. Donc tout ça est peint en bas de la tour Saint-Jacques. Et j'ai trouvé que par rapport à ce qui s'est fait avec les expériences de Pascal, les expériences de ton grand-père, Guithieu, Ouais. notamment les pointes, les pointes, les lances à effet de pointe, ont été faites à la tour Saint-Jacques sur les terres. Donc la tour Saint-Jacques, en tant que symbole qui relie le ciel et la terre, départ du pèlerinage, est toujours suivi par des scientifiques comme Pascal et les groupes Arcal et compagnie, montre que les gens sont toujours intéressés à cette notion d'éther,
L'éther qui est donc le cinquième élément, ou la quintessence des 4 éléments. Et 4 éléments, il faut bien comprendre que les éléments eau, terre, feu et ciel et air sont quand même les éléments, ce sont pas uniquement des éléments tels que connus dans le dictionnaire d'aujourd'hui. Les éléments sont des quintessences, des quintessences d'état de la matière, à un temps donné. Donc, il est certain que la tour Saint-Jacques fait partie de l'éther et que la table d'Isis est la table des règles de l'éther. De l'éther ou de l'aéther, comme l'écrivait Louis Boutard, pour ça que dans le livre en question, je parle de chercheurs qui sont intéressés à cette table, et notamment Louis Boutard, qui lui-même a fait un gros travail sur la table Isiaque. Exactement. Pour essayer d'en découvrir les clés de synthèse. Alors les clés de synthèse de l'éther, on le connaît, hein, c'est la première identité, c'est l'entité alpha, la lettre alpha grecque, et la lettre pi grecque, c'est-à-dire 2 angles droits superposés, qui sont une double monade. Autrement dit, l'éther est symbolisé par 2 angles droits et par une première monade qui s'appelle l'alpha. Et c'est à partir de là que tous ces savants qui travaillent sur des lettres vont essayer de faire des appareils qui ne seront pas expérimentaux, hein, qui vont ne servir qu'une fois, pour démontrer l'existence de l'éther et de toutes ses composantes. C'est quelque chose d'assez fabuleux, et de montrer que par le verbe, justement, par l'écriture, par la forme des lettres, par les émissions dues à la forme des lettres, il y a quelque chose de vivant partout, hein, partout, qui reprend d'ailleurs la fameuse devise templière, omnia unum fecit, de l'un fait le tout, ou tout fait l'un. Tout fait l'un, c'est pas mal non plus comme jeu de mots, ça fait penser au chat, et aux moustiques, et aux moustaches du chat, qui sont aussi un angle droit, qui sont un X, et qui sont en fait des capteurs de lumière, et des capteurs de double lumière, c'est-à-dire des capteurs d'éther. C'est l'éther Enel aussi, on peut dire. C'est cette langue des oiseaux un peu aussi. L'éther, oui, l'éther Enel, oui. L'éther Enel qui était aussi un beau jeu de mots, digne de ton grand-père Guithieu. L'Institut Boutard, dont il était le président, d'ailleurs. Il a été le président de l'Institut Boutard, oui, après Armand Attinguet. Et l'Institut Boutard était composé de gens comme Ravatin, comme Kabir Fidali, Jacques Dupré. Et tous ces gens-là sont plus ou moins ont voulu travailler pas d'une façon collective, alors que ton grand-père a essayé de fédérer tout ce beau monde. Il y a eu des tentatives, comme Kabir Fidali qui a fait un livre à part, Dupré qui a fait aussi un livre à part. Tout ça, c'était à cause des archives, parce que les archives qu'on pouvait obtenir par les 2 sœurs Attinguet, c'est-à-dire de l'ingénieur qui avait 2 filles qui avaient travaillé avec Louis Boutard, et elles avaient des archives, et l'une a donné des archives à quelques personnes, et l'autre a gardé, etc., etc. Donc, chacun a essayé de récupérer les archives, et à partir de là, essayer de développer un certain nombre de choses. Toujours est-il que
sur le plan juridique, il y avait des brevets qui avaient été déposés à l'IPI, et il y avait les premiers brevets, et c'est là qu'on s'est aperçu que par rapport à ce qui avait été écrit par Boutard, rédigé par son second Armand Attinguet, et ce qui avait été publié, il y avait un certain nombre de différences. Et chaque chercheur essayait de travailler par rapport à ces différences, comme par exemple Jacques Dupré, qui lui s'est écarté du groupe Arcal. Et donc, comme les brevets appartenaient à l'association des amis de Louis Boutard, il y a eu des dissensions, mais chacun a essayé de modifier ses propres dissensions et de s'accaparer la chose pour eux. Finalement, comme les travaux de Louis Boutard étaient d'ordre tout à fait personnel, personne n'a jamais pu reproduire le premier appareil, c'est-à-dire le delta générateur, à part Guittieu, qui lui l'a refait, mais il ajoute d'une façon très modeste. Alors le delta générateur, il y avait aussi l'amplificateur et l'appareil Phi. Ça n'a jamais été refait, et c'est l'amplificateur qui valait sûrement, qui était le plus intéressant. Et la symbolique de la lame des 7 métaux, est-ce que vous parlez par rapport au coffre? Alors, par rapport à la table, oui. Alors, la table est au musée égyptien à Turin, et en fait, cette table, comme le dit lui-même Louis Boutard, n'a rien à voir avec l'Égypte. Elle serait plutôt dorienne, et dorienne de la première génération, c'est-à-dire d'il y a au moins 10 000 ans. Donc cette table est faite en lame stratifiée, et il y a du cuivre, il y a de l'étain, il y a du bronze, et une partie un petit peu en or, etc. Donc c'est une table qui est faite selon les principes d'Arnaud de Villeneuve, par exemple, alchimiste, qui est faite sur une façon stratifiée de mettre d'essayer d'une façon symbolique, de montrer que les métaux, chaque métal a dans son intérieur une partie du vrai métal, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'or alchimique. Donc, il est certain que cette façon de travailler a été bénéfique pour les chercheurs. Bon, les chercheurs, maintenant, ils ont interprété la table selon les hiéroglyphes qui ornaient les contours. Et certains ont vu des cartes astrologiques, d'autres avec le taureau et les dieux Anubis, des choses concernant le livre des morts, mais d'une manière plus géométrique, et c'est là où l'analyse Boutard est plus essentielle. C'est Boutard a vu que derrière chaque forme, il y avait une émission, et chaque émission faisait partie d'un grand tout qu'il appelle l'éther, c'est-à-dire la quintessence de tous les éléments. Et ça, c'est assez prodigieux, ce qui élimine toutes les hypothèses, celle de Pignorius, celle de Kircher, celle de pas mal de gens, même celle de Champollion. Cela étant dit, Champollion, dans sa lettre à M. Dacier en 1822, quand il a fait sa grande déclaration sur la signification des hiéroglyphes, M. Dacier étant le chancelier de l'Institut de France, il indique que les hiéroglyphes ont 3 sens, au moins 3 sens. Jusqu'ici, les égyptologues n'ont retenu que le premier sens des hiéroglyphes. Et pourtant, Champollion avait annoncé très clairement
qu'il y avait au moins 3 sens au hiéroglyphe. Et personne ne s'est penché sur le sens numéro 2, le sens numéro 3, voir s'il n'y avait pas un 4e sens, etc. Et ça, c'est très spécifique des choses qui sont soi-disant, qui ne sont pas cachées, mais qui sont oubliées et finalement deviennent totalement occultées. La symbolique du secret de la lumière, quel est-il dans le sens ésotérique de la lumière? Le secret de la lumière, c'est l'histoire de la double lumière, c'est-à-dire que Boutard explique qu'il faut un double mouvement, il suffit d'un double mouvement pour mettre en marche les deux lumières fondamentales, c'est-à-dire qu'il a remarqué qu'il y avait une lumière magnétique et une lumière solaire et une lumière vivante. Donc, que tout ça formait un ensemble qu'il appelle l'éther. Et que pour mettre en branle la lumière magnétique et la lumière solaire, c'est-à-dire la lumière finalement de l'ombre, des ténèbres, et la lumière du jour, il fallait un double mouvement. Et ce double mouvement, c'est ce qu'on appelle c'est le fameux secret de la lumière. C'est-à-dire, on sent qu'il n'est pas secret, mais il est occulté, aussi bien le jour occulte la nuit, et la nuit occulte le jour. Donc il est caché, occulté, du verbe occulte, occultare. D'accord. Sur un autre sujet, avec Daniel Eréju, avec Lerda Aquarius, dans les années 67-68, vous avez été en Brocéliande, à Tré-en-Rantoc, à l'église du Graal. Quelle était cette expérience et cette vision de l'église et la symbolique aussi des 4 lions? Il y a beaucoup de choses avec l'abbé Gillard. L'avantage de l'abbé Gillard, c'est que l'abbé Gillard était un témoin de notre temps et qui parlait d'une chose qui était quasiment intemporelle, à savoir de la recherche du Graal avec sa symbolique, et que cette recherche du Graal, elle est peinte sur les murs de la chapelle de Tré-au-Rantoc. Et ça, c'est assez important. Et l'abbé Gillard était un observateur attentif, c'est-à-dire que dans sa forêt brocéliande, il a remarqué qu'un certain nombre d'animaux étaient eux-mêmes symboles dans l'évangile, dans les évangiles, et que par conséquent, il les avait tout près. Et on n'est pas loin du lac de Pimpon, où il y avait autrefois un grand couvent. Et c'est vrai qu'il y a une lumière qui est phénoménale, à la fois à l'aurore et à la fois au crépuscule. Et que cette lumière peut donner à l'imagination un certain nombre d'éclats sur la façon de construire le temps et les formes dans un paysage donné et un paysage de paix. C'est le sens. Tout ça, ça transpire dans les couleurs de l'abbé Gillard. Ces couleurs qui sont d'un ton pastel, très feutré, mais qui font toujours partie de l'unité. Disons que l'abbé Gillard était un prêtre accompli, et que pour lui les choses étaient relativement simples dans la transcendance d'une religion à mystère. Ouais, effectivement. Et alors le Graal, c'est toujours pareil, le Graal, on en revient au mot Graal. Alors le mot Graal vient de Grasal et de Gradal. Le Monte Gardal, par exemple, qu'on retrouve dans la région de Montségur. Le Monte Gardal, c'est le mont du Graal. Le mont du Graal, le Graal, c'est toujours par le même système, la même symbolique. C'est-à-dire, vous avez la lettre G, de Graal, vous avez le mot Ra
c'est-à-dire le dieu égyptien, et vous avez Al qui est par définition le seigneur de l'univers, ce qui fait que Graal voudrait dire la connaissance du dieu Ra et du grand architecte de l'univers. Voilà, il y a trois notions et ça viendrait du mot Gradal, Montegardal, qui lui-même fait une référence à la famille de Castelverdun, qui ont le Montegardal non loin de Montségur, et qui est censée récupérer le Graal. C'est ce qui est assez amusant comme histoire. Vous allez non loin de Montségur, il y a un petit village qui s'appelle Montegardal, quelque chose comme ça, ou Montgradail, ça s'appelle. Montgradail. Et là, vous apercevez qu'historiquement, c'est de la famille des Castelverdun, et que dans la famille des Castelverdun, il y a un Castelverdun qui a échappé au siège de Montségur avec les autres, avec les 4 autres, et qui transportait le fameux Gardal. Et le Graal, c'est encore une fois, c'est la double lumière qui était chez les Romains le feu sacré des Vestales. À Éleusis, où on retrouve aussi, et on retrouve évidemment dans le livre des morts, et on retrouve évidemment chez les Templiers le Graal. Et c'est aussi en Bretagne, vous avez un village qui s'appelle Néant-sur-Yvette. Oui. Le village de la fin du monde. Oui. Il y a plus La rien peinture après. est extraordinaire de l'église. Il n'y a plus rien après. Et avec cet éclair, voilà, c'est incroyable. Et Néant-sur-Yvette, c'est l'annonce donc c'est la raison pour laquelle l'abbé Gillard, qui faisait partie connaissait les légendes à fond, a reproduit une partie. Exactement. Alors évidemment, il y a le côté, vous avez le côté par exemple sur comment ça s'appelle, l'agneau de Dieu, c'est-à-dire cette espèce de cerf géant avec Sardinos, en quelque sorte. Voilà, qu'on retrouve peint dans l'église de Brocéliande. Et ben, c'est le même que vous avez dans la Bible. Avec les 4 lions rouges. Voilà, c'est ça. Et donc il y a à la fois une signature matérielle et surtout, par définition, une première signature spirituelle. Évidemment, si vous n'êtes pas dans la lignée spirituelle, vous ne pouvez pas saisir ce genre de symbole. Ou alors vous allez retrouver que de coller une platitude sur quelque chose qui est sacré, porte étant dedans. Ce qui est un sacrilège par définition. La porte étant dedans. Alors, ce qui est drôle, c'est que Brocéliande a été le point de départ, finalement, presque de l'inspiration de Plantac, Geneviève de Zepfel. Alors là, attention. Geneviève, moi je suis allé chez au manoir. À côté de Redon. Donc, enfin, l'inspiré en tout cas. Elle n'a pas inspiré, il connaissait. Mais si elle l'a inspiré, il faut dire que Geneviève Zepfel était quand même et ça a été prouvé historiquement, elle était une médium ultra nazie. C'est-à-dire qu'elle était une médium orientée pour faire des prédictions sur l'empire allemand. Ce qui fait que, bon... D'où Alpha Galate. Ça confirme l'analyse des notes des renseignements généraux de l'époque sur sur les associations Vaincre et Alpha Galate. C'est ça. Et Académie latine. Oui, Académie latine. Et Académie latine aussi. Aussi. Faut pas oublier l'histoire Zapiro, où c'est pour avoir un appartement,
attentat a dénoncé un Oui, juif Shapiro. qui s'appelait Shapiro Ouais. pour avoir son appartement. C'était Faut pas Alpha oublier Chevalier. ça c'est du factuel, Ah, ouais. et ça s'oublie pas, et ça marque. Alpha Chevalier de Lumière, c'était une association. Sur un dernier point, la peinture de Mucha dans la Villa Bettadi, quel est votre avis symbolique sur l'esprit du printemps? C'est du réalisme magique. Alors, la peinture de Mucha, il faut savoir que Mucha était un maçon, était même grand maître à Prague, et vous avez une loge, et vous avez une exposition, il y a pas, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était au Sénat à Paris, de Mucha, avec notamment toutes ses prérogatives maçonniques. Et Mucha était un maçon à la fois chercheur des sciences anciennes, justement, et très intéressé par le côté opératif, et non pas symbolique à 1 degré. Moi, je pense que l'histoire de Mucha, Mucha étant à la mode à cette époque, il y avait des reproductions partout de Mucha, Ah, oui. et c'est que ça a très été connu à l'époque. le fruit du hasard. Il n'y a pas de lien, connexion. Parce que le diable, quand même, ressemble un petit peu au diable d'Asmodée. Mais bon. Oh, le diable, il est sorti de la Le diable est dans le collection détail. Giscard. Ça fait partie de... Vous savez, là, on n'est pas loin de Rocamadour. Vous allez à Rocamadour, vous avez le même chemin de croix avec Rennes-le-Château, à part quelques variantes près. Donc c'était quand même des chemins de croix standardisés, qui étaient actualisés, remaniés, parce que ça voulait faire plaisir à telle ou telle personnalité de l'époque, quoi. Très bien. Bien, merci Jean-Luc pour cet entretien. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À bientôt.